Incapable de lire un texte basique, méconnaissance totale de l'histoire et propos complotistes incompréhensibles, comment est-il possible qu'un élu de la République en arrive là? Aujourd'hui, on revient sur l'incroyable parcours récent de Sébastien Delogu, député LFI de la 7e circonscription des Bouches-du-Rhône depuis 2022. Dans cette vidéo, on va se pencher sur ce député LFI qui était plutôt discret et qui a décidé de multiplier les interventions publiques depuis les élections législatives anticipées de cette année. À la manière de Sandrine Rousseau, Sébastien Delogu a marqué l'actualité récente pour des raisons, disons-le, plutôt gênantes pour un député de la nation. Tout d'abord, un passage catastrophique en commission des finances, où il a révélé un niveau de lecture à peine digne d'un élève de CM2. Puis, ses lacunes historiques surprenantes, incapable d'expliquer qui est le maréchal Pétain, sachant que son parti et lui-même traitent en permanence de fascistes et leurs adversaires politiques. Et pour couronner le tout, des propos complotistes délirants, où il voit dans les événements en Israël une référence à une soi-disant vache d'or, ainsi que des hypothétiques gisements qui se trouveraient à Gaza, et qui seraient la raison de la guerre actuelle au Moyen-Orient. Je vais vous détailler tout ça, point par point, et surtout, après avoir fait le tour et bien rigolé de ces interventions en guise de catharsis, nous allons nous demander ce que cela nous apprend sur le paysage politique actuel. Dès les premiers jours de votre long passage à Bercy, qui se termine par un pacte indigne avec le Rassemblement national, le fameux « en même temps » a montré qu'il était ni l'un ni l'autre, c'est-à-dire ni recette pour laisser se gaver les profiteurs de crise, ni dépenses pour priver celles et ceux qui ne sont rien de leurs services publics. 7 ans de décisions que vous avez pris par pure idéologie néolibérale et qui ont pour bilan l'explosion du déficit et de la dette de 900 milliards d'euros, qui sert aujourd'hui de prétexte pour imposer l'austérité. 7 ans de la méthode Bruno Le Maire, qui se résume par Bruno demande gentiment au patron des efforts insignifiants et Le Maire impose violemment aux plus pauvres des renoncements éprouvants. Bruno diminue massivement les impôts les plus riches et Le Maire s'étonne du trou annuel des recettes de 70 milliards d'euros. Alors enfin, Bruno s'en va et ma question est la suivante. Préparez-vous déjà le passage du témoin au Rassemblement national quand vous fustigez la fraude à la CAF qui pèse 1,3 milliard d'euros pour stigmatiser les Français d'origine du Maghreb, alors qu'on sait que vous n'avez rien dit, rien fait pour la fraude fiscale qui pèse près de 100 milliards d'euros, soit près de 600 fois plus. Comment justifier qu'on ne touche pas massivement aux recettes quand le problème est ainsi identifié? Tout est donc parti d'une séquence d'une commission des finances durant laquelle Sébastien Delogu peinait à lire un texte qu'il ne semblait même pas comprendre en butant à chaque mot. Dans un premier temps, je tiens à préciser qu'à ce jour, nous n'avons aucune information autour d'une quelconque dyslexie de Sébastien Delogu. De plus, il est né en France et le français est sa langue natale. Nous ne pouvons donc incomber ces difficultés de lecture uniquement à un déficit d'apprentissage ou à une déficience cognitive. Pour contrer directement l'argument qui a été proféré par bon nombre d'insoumis, non, critiquer le niveau ridicule de lecture de M. Delogu n'est pas du mépris de classe. Oui, il y a une corrélation entre milieu social et niveau scolaire, mais l'utiliser de cette manière sous-entendrait que les plus précaires ont immanquablement des difficultés de lecture, ce qui est ironiquement du mépris de classe. D'ailleurs, au cours de la Ve République, ce ne sont pas les exemples qui manquent, surtout à gauche, comme Georges Marchais, fils d'ouvrier ayant quitté l'école à 15 ans et qui est devenu secrétaire général du Parti communiste lorsque celui-ci représentait encore quelque chose. On peut aussi citer Arlette Laguillet, également issue d'une famille ouvrière, ayant quitté l'école après l'obtention de son certificat d'études, porte-parole de lutte ouvrière et première femme candidate à l'élection présidentielle. Ou bien Bernard Thibault, fils de cheminot ayant uniquement un baccalauréat et secrétaire général de la CGT durant 14 ans. Bref, ce ne sont pas les exemples qui manquent. En plus de prouver son impréparation à une commission, qui est presque la base de son travail, cette séquence prouve les lacunes de Delogu dans les compétences fondamentales. Lire, écrire et compter. Ces compétences sont capitales dans l'exercice du travail de député. Quel est son degré de compréhension et d'analyse des lois? Comment communiquerait-il clairement envers ses concitoyens? Comment serait-il en mesure d'analyser ou de faire des propositions de gestion des finances et des budgets? Et surtout, comment pourrait-il convaincre d'autres députés du bien fondé de ses propositions ou de son projet politique, si tant est qu'il en est un?
M. Bourdin, donc je ne baisserai pas la tête. Est-ce que vous avez vu votre collègue Antoine Léaumont qui compare Emmanuel Macron à Philippe Pétain? Vous avez vu ça? Non, j'ai pas vu, non. Vous n'avez pas vu? Bah, c'est dommage. Mais je connais pas tellement l'histoire que cela. J'apprends aussi. Je sais pas qui est Pétain, quoi. J'ai entendu parler de lui, mais je sais qu'apparemment c'est un raciste, quoi. Certains ont aussi à LFI. Cette séquence est de mon point de vue la plus incroyable. Comment est-ce possible de passer 37 ans en France et de ne pas connaître Philippe Pétain? C'est presque un exploit. En 2023, sur X, il traitait pourtant un député RN de glorificateur de Pétain. Lui qui prétend ne pas baisser la tête face à l'histoire ne la connaît absolument pas, et cette méconnaissance aura forcément un impact sur son action politique. Comment appréhender le futur si l'on ne connaît pas le passé? La vision et l'idée d'un système ne peut pas se faire sans connaissance de ce qui a déjà été fait. L'histoire est une source inestimable de leçons pour éviter de reproduire les erreurs du passé. Par exemple, connaître l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, de Vichy et de Pétain doit servir à connaître, comprendre et anticiper la montée des régimes totalitaires, ainsi que les diverses formes de résistance et de collaboration. Ce pan de l'histoire ne doit pas servir qu'à devenir un vivier de termes réducteurs pour ses adversaires politiques. Connaître l'histoire permet donc de comprendre le contexte des enjeux actuels, et ça sert également à anticiper les conséquences à moyen et long terme des décisions politiques. Effectivement, le présent découle du passé. Comme disait Cicéron, ne pas connaître l'histoire, c'est rester un enfant pour toujours. Dire ça? Non, si on contourne, en fait, si on creuse un peu plus, ça reviendrait à dire que les attaques du 7 octobre sont légitimes. Moi, mon point de vue, il est que Netanyahou a financé le Hamas pour déstabiliser les accords de 48, pour justement aller récupérer les terres en Palestine, parce qu'en dessous de ces terres se trouvent des, comment on appelle ça, des gisements, etc. Et donc, du coup, et ils ont aussi, soi-disant, ils vont retrouver là-bas la vache en or, je sais pas, je suis pas trop instruit sur ce sujet. Mais en tout cas, c'est ce que disaient les chercheurs. Et donc, du coup, ils nous ont expliqué que, de base, Netanyahou a été aussi financé par de l'argent français, d'accord, et a financé le Hamas pour que derrière, les accords de 48 soient déstabilisés. Et c'est pas moi qui le dis. Non, mais d'accord. C'est les travaux que j'ai effectués à l'Assemblée nationale. Pour être honnête, à la première écoute, j'ai cru à un montage par intelligence artificielle. Malgré un argumentaire incohérent et hésitant, on comprend bien le fond de la pensée de Delogu. Pro-palestinien, il défend l'idée selon laquelle Israël aurait provoqué et profité des attaques du 7 octobre pour envahir la bande de Gaza. Il justifie cela par la logique d'à qui profite le crime, et il expose ses raisons selon lui. La première est qu'Israël souhaiterait déstabiliser les accords de 48. Un tel accord n'existe pas. Il faisait peut-être référence aux accords d'Oslo de 1993 ou à la guerre entre Israël et le monde arabe de 1948. La seconde est qu'Israël voudrait retrouver la vache en or dans les territoires palestiniens. Bon, à nouveau, la vache en or n'existe pas. Il faisait peut-être référence à des mythes bibliques, peut-être celui du veau d'or ou celui de la vache rousse. Et pour finir, Israël convoiterait des gisements sous les terres palestiniennes. À nouveau, ici, il doit peut-être parler des gisements de gaz qui sont dans la Méditerranée, au large de la bande de Gaza. Bref, Sébastien Delogu, depuis près d'un an, ne passe pas un seul jour sans communiquer autour du conflit israélo-palestinien. Il en parle sur ses réseaux sociaux, dans ses prises de parole, en manifestations. En plus de ça, et il le dit lui-même, il use de son temps de travail pour faire des recherches sur ce conflit. Et au bout d'un an de travail, de recherche et de militantisme, voilà le résultat. Un discours décousu et illogique, bourré d'imprécisions, voire d'erreurs. Beaucoup seraient prêts à débattre des possibles raisons théologiques qui pourraient être à l'origine du conflit, mais uniquement face à quelqu'un capable d'exprimer clairement sa pensée. Finalement, Delogu ne connaît pas l'histoire de France, pourtant il est député de la nation. Il ne comprend absolument rien aux enjeux du conflit israélo-palestinien, et encore moins l'histoire de cette région, pourtant il prétend pouvoir donner un avis géopolitique pertinent. Cet homme est l'une des 577 personnes entre les mains desquelles repose notre avenir, le top 0,000008% de la nation censé prendre des décisions pour le bien et l'avenir de 68 millions de personnes. Quelle catastrophe! Alors, quels enseignements et quelles conclusions peut-on en tirer? On pourrait relativiser en se disant qu'il y a toujours eu des erreurs de casting politique. L'exemple précurseur dans le domaine serait sûrement Nadine Morano.
Il faut savoir qu'on a une recrudescence d'une nouvelle violence, qui est par exemple le vol des portables à l'arraché. Ça n'existait pas avant que les portables n'existent, voyez. Malgré tout, on ne peut cependant pas nier que plus le temps passe et plus ce genre de profil se multiplie. Et bien que l'extrême gauche soit un incubateur de ce genre de talent, avec Sandrine Rousseau, Ercilla Soudet, Louis Boyard, Sébastien Delogu, Rachel Keke, pour ne citer qu'eux, ils ne sont pas les seuls. Les autres formations politiques ont également leurs champions, dont on parlera tôt ou tard. Cela pose donc la question. Est-ce que la chute du niveau intellectuel de nos élites nous donne les premières prémices d'une chute de notre régime vieillissant ? Cette thèse fait écho auprès de beaucoup de monde, mais personnellement, je ne la trouverai au mieux que partiellement juste. Simplement parce que, bien qu'il y ait une fuite des cerveaux en France, les élites intellectuelles n'ont pas subitement disparu de ce pays. Ils ne se tournent simplement plus vers la politique. Le meilleur pour nous décrire ce concept est Nietzsche, dans le premier tome du Gai Savoir, dans l'aphorisme « Commerce et noblesse ». Il terminera même par une prédiction d'une justesse sidérante. Nietzsche, dans ce passage, compare l'évolution des pratiques sociales, comme le commerce et la lecture, à celle de la chasse. Autrefois, tout le monde chassait, par nécessité. Mais avec le temps, la chasse est devenue un loisir réservé aux puissants, perdant donc son caractère vulgaire. De même, il imagine un futur où l'achat et la vente, aujourd'hui communs et vulgaires, pourraient devenir des activités de luxe, réservées à une élite. Il poursuit en suggérant que la politique, autrefois noble, est en train de perdre de son prestige et pourrait un jour être vue comme vulgaire. Vulgaire qu'il faut comprendre ici comme populaire. Également, noblesse est utilisée dans son sens moral et intellectuel et non comme titre personnel. Alors pourquoi cette perte de noblesse et ce manque d'intérêt ? Eh bien, cela pourrait être un argument qui soutiendrait que le pouvoir ne se concentre actuellement plus dans la politique nationale, sauf pour la fonction de président de la République, d'où le désintérêt des élites pour ce type de responsabilité. Preuve étant, avant sa réforme, l'ENA, l'école du pouvoir comme certains l'appellent, formait en majorité des élèves rêvant de carrières privées et non publiques au cours de ces dernières années. Cette baisse du niveau de nos politiques nationales est en grande partie une preuve du transfert de la souveraineté vers des instances supranationales comme le Parlement et la Commission européenne, ou bien vers des acteurs privés plus influents. Mais ces gens-là, justement, sont-ils toujours au niveau ? Nous le découvrirons au fil des vidéos, alors abonne-toi.